Bonsoir à tous, bienvenue dans 20 minutes au carré, l'émission du mardi soir où l'on parle Web3, blockchain et NFT. Ce soir, en particulier, je suis entouré de monuments. Alors, ils n'ont pas l'air comme ça, mais il y en a un, c'est un monument de la communauté 20 minutes. C'est un méca depuis les tout débuts, c'est Sébastien Malcotti, également Enchanté. CEO de Layers, un projet Web3 sur lequel on va s'attarder, où il est question de monuments, de patrimoine et de numérisation de tout ça dans la blockchain. J'ai un peu grossi le trait, mais on va rentrer dedans. Et un autre monument. Alors, c'est un événement qui est soon to be monument dans le Web3, puisque Damien Dupont, tu es le cofondateur d'OpenGem. Et OpenGem, c'est une entreprise qui organise en parallèle NFT Biarritz, qui a eu lieu l'an dernier, au mois d'août, le 24 août. Et là, tu es en plein, j'imagine, dans l'organisation de NFT Biarritz numéro 2, qui aura lieu les 21 et 22 août. Toujours à Biarritz. Voilà, parfait. Donc, je suis très content de vous recevoir tous les deux. Ça fait un moment, moi, que je n'avais pas pris les commandes. Aux commandes, justement, en arrière-boutique, c'est toujours Hélène qui s'affaire. Coucou Hélène, merci encore d'être au rendez-vous. Il y a déjà Elven, un ancien de la communauté qui, comme Sébastien, était passé déjà sur le plateau de 20 minutes au carré. Donc voilà, on perpétue les traditions, ça prend son temps, mais on y parvient. Matthew également, qu'on connaît bien, donc bonjour à tous. Il y a du monde qui va arriver en cours de route, mais déjà, bravo aux fidèles. J'ai quand même envie de commencer avec une question très générale et somme toute très amateur, mais Layers, ça part d'où un peu au départ? Parce que le projet, on va le dire, il est assez atypique dans l'environnement Web3 aujourd'hui. Oui, alors c'est un projet qui a une base technologique, ce qui pour moi est un peu une anomalie parce que moi je viens du design et vraiment de l'innovation par l'usage, et par finalement les sciences molles plus que par la science dure et la technologie. On était donc à la base de ce projet plusieurs salariés d'une association matrice que vous avez déjà reçue dans le cadre d'Amazonie Spatiale. Et une des activités de Matrice, c'est de faire de la valorisation technologique. Donc, on travaillait avec le CEA sur identifier des... Le CEA, c'est le Centre de l'énergie atomique. Commissariat de l'énergie atomique. Pardon. Et qui a une division système intelligent. Et donc, on travaillait avec eux sur trouver des pistes marché pour une technologie de captation rapide d'environnement en 3D. Et en fait, on a proposé plusieurs pistes autour de... la maintenance industrielle, la rénovation de bâtiments, la rénovation thermique, enfin des trucs un peu industrie lourde, on va dire, et une piste plutôt autour du monument, des industries créatives et culturelles, qu'ils n'ont pas retenu parce que c'était très 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 loin de leur cœur d'activité à eux. Mais du coup, nous, on a continué à pousser, du coup, avec Xavier, qui est aujourd'hui CTO de Layers, projet qu'on a présenté à France 2030 il y a un peu plus d'un an, dont on a été lauréat pour la création justement de la start-up et de fil en aiguille. Nous voilà jusqu'ici, du coup, start-up créée en novembre 2022. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aussi une actualité, peut-être politique, des enjeux qui font que ça a poussé un petit peu le projet? Oui, alors effectivement, on a identifié une opportunité dans le sens où la Commission européenne a publié, pas une directive, je ne sais plus comment on dit, mais un truc moins engageant qu'une directive, mais une proposition pour ses États membres, leur demandant de créer 16 millions de jumeaux numériques à l'horizon 2030, 13 millions de jumeaux numériques de leurs monuments historiques, ce qui aujourd'hui, à l'état de l'art de la technologie, est quasiment infaisable, ou à un prix humain et financier totalement déraisonnable. Donc, on a identifié là une opportunité d'apporter justement cette brique technologique de captation rapide d'environnement. Mais aujourd'hui, on va bien au-delà puisqu'on intègre de l'IA, etc., pour justement accélérer et simplifier la fabrication de ces jumeaux numériques-là et pouvoir leur trouver derrière un modèle économique. Quand on parle de jumeaux numériques, on parle en gros, grosso modo, de modéliser, de reproduire des lieux, des monuments, la Tour Eiffel, d'autres lieux, de façon très précise, afin d'être réutilisés dans des espaces virtuels, des jeux, des films. Alors, la deuxième partie de la proposition, là, effectivement, c'est notre claim à nous de dire qu'il y a un enjeu à pouvoir les utiliser dans ces environnements-là. Aujourd'hui, la demande de l'Europe, elle est moins axée que ça. C'est créer en fait une archive de
ce qui existe, de ce qui existe et qui est effectivement l'archive la plus précise possible. Du coup, en gros, il y a 2 techniques pour créer aujourd'hui des jumeaux numériques. Soit la captation laser, où on envoie une multitude de points sur des surfaces et on calcule la distance du point pour faire une géométrie la plus parfaite, ou la photogrammétrie, donc on vient prendre une quantité très importante de photos qui se superposent, et pareil, on vient créer un environnement en 3D à partir de ces données-là. Donc ce qui reste, c'est quand même des procédés relativement manuels, longs, Coûteux, j'imagine, en plus. très coûteux, Ouais. et voilà, donc il y a un vrai axe d'optimisation et d'amélioration de ce côté-là. Donc, vous, la proposition de Layers, ça s'adresse aux institutions, mais aussi peut-être à des porteurs de projets, du genre aujourd'hui, les locaux dans lesquels on se tient aujourd'hui, donc Carré-Champéret, sont appelés à disparaître. Je les trouve magnifiques. Je me dis, il y a un potentiel peut-être pour l'humanité à ce qu'ils soient préservés sous forme 3D, mais aussi à ce qu'ils soient éventuellement réutilisés dans le prochain Mission Impossible. Je peux lancer, entre guillemets, un appel sur Layers. Un appel à effectivement la communauté, à manifestation d'intérêt qui partage finalement ce ressenti-là qu'il y a quelque chose de précieux à cet endroit-là. S'il y a une réponse favorable, dans ce cas-là, on va effectivement négocier les droits dans les environnements de création, films, jeux vidéo, métavers, blablabla, avec les ayants droit du bâtiment. Et à partir de ce moment-là, oui, on va ouvrir finalement un crowdfunding d'une certaine façon pour créer ce jumeau numérique. Juste, contrairement à un crowdfunding, on est dans le Web 3, donc on n'est pas dans du don, on est dans quelque chose qui est entre le don et l'investissement, puisqu'en fait, une fois que justement, ces jumeaux numériques-là seront diffusés dans ces environnements de création, donc donnant lieu à des licences d'exploitation dans ces environnements de création-là, donc encore une fois, jeux vidéo, effets spéciaux, blablabla. Du coup, il y a une redistribution des produits aux investisseurs, mais aussi aux institutions de préservation. Les ayants droit. Plus que les ayants droit, ceux en charge de la préservation du patrimoine réel. L'idée est que ce soit un nouveau produit, un nouveau flux financier aussi pour ces institutions-là. Ouais. Oui, parce que en gros, là, on a pris l'objet comme moi qui dit le Carré-Champéret a un vrai potentiel, mais tu peux tout à fait avoir le directeur d'un château, le propriétaire d'un château qui dit j'aimerais que la communauté m'aide, entre guillemets, à sauvegarder, entre guillemets, la trace, l'identité visuelle numérique de mon établissement, de ce lieu. Et là, à partir de là, en gros, vous lancez une sorte d'appel de crowdfunding auprès de la communauté. Ce qui se fait déjà un petit peu avec des choses comme la Fondation du patrimoine, qui lève des fonds pour rénover du patrimoine divers et variés. L'idée, c'est d'être finalement sur un modèle similaire, mais avec les avantages du Web 3 derrière, à savoir la capacité à tracer beaucoup plus précisément des flux financiers complexes, la capacité justement à redistribuer des produits à des chaînes d'ayants droit, elles aussi complexes, entre des investisseurs, des institutions, des créateurs, des data providers, parce que du coup, il y a aussi la personne qui va apporter la donnée qui est un ayant droit dans cette chaîne-là. Voilà. Et les propriétaires, on va dire, ou les gestionnaires de monuments, ça leur paraît pas un peu loin, tu vois, toute cette idée d'identité numérique, de jumeaux numériques. Tu leur dis, mais oui, mais ça pourrait être utilisé dans des films. Ça, c'est peut-être la partie qui leur paraît la plus... Parce qu'ils ont déjà de la demande, en fait, aujourd'hui, de tournage dans les monuments. Donc, c'est une autre manière d'adresser ces demandes-là. Et c'est pas cette partie-là qui leur paraît bizarre, en fait. C'est pas la partie jumeaux numérique, c'est la partie Web 3 qui leur paraît bizarre. C'est la partie, finalement, partager les droits avec une communauté anonyme de mécènes, mais qui ne sont pas dans le mécénat, qui sont dans quelque chose qui est un peu entre les lignes qu'on connaît d'habitude. Donc, c'est plutôt cette partie-là où ils sont plus on attend de voir. Mais la partie jumeaux numérique, non, ça, ils voient clairement l'enjeu. Peut-être juste un petit chiffre aussi. Entre avant Covid et maintenant, du coup,
au-delà de la crise, il y a quand même une baisse de fréquentation des monuments historiques en France de plus de 50%. Quand dans le même temps, il y a une augmentation de 40% de tout ce qui est services digitaux, visite à distance, X ou Y. Au global, il y a plus de 40% sur les services digitaux et moins 50% sur la visite en réel. Donc, ils le sentent quand même l'enjeu. L'impératif d'aller vers... de s'ouvrir vers de toucher les publics avec de nouveaux... Et comment vous prévoyez de les accompagner justement sur toute cette partie gestion de communauté, interaction avec une population qu'ils ne connaissent pas ou peu? Du coup, la partie gestion de communauté, elle est plutôt chez nous. Et donc, il n'y a pas d'injonction pour eux, finalement, à faire ça. Donc, ils y sont les bienvenus et ils en sont des parties prenantes s'ils désirent l'être. Mais il n'y a pas d'injonction à finalement gérer cette communauté-là, même si, évidemment, il y a un enjeu à aussi leur diffuser toutes les informations sur les monuments, quand il y a des événements, quand il y a des... Voilà, mais il n'y a pas d'injonction de ce côté-là. Okay. Et alors, on va retracer peut-être tout le trajet, on va dire. On va partir de la captation pour ensuite aller vers l'export de cette captation à des usages. La partie qui nous concerne aussi, c'est les NFT. Tu l'as dit, hein, l'appel de fonds, en quelque sorte, va se faire via votre token. Oui. Le LEI. Le LEI. Qu'on fera gagner. On va on va mettre en place deux choses. On a plein de choses à faire gagner aujourd'hui, mais aussi demain et dans les prochains jours. Donc, on va faire gagner... tu m'as dit combien? 3500 LEI? 2 fois 3500. 2 fois 3500. Ce qui fait 2 fois 100 €, grosso modo, au prix du listing envisagé. C'est ça. Donc, il y aura une fois 3500 LEI, donc une fois 100 €, l'équivalent, à gagner à l'issue du quiz. On aura un quiz entre les deux parties de l'émission et dans les prochains jours sur Tropi. Voilà, je balance ça. On reprend un petit peu le sujet, ce qui nous concerne. Du côté de la captation, tu as entrouvert tout à l'heure une porte, tu as dit, grosso modo, la captation, c'est du laser ou de la photogrammétrie. Ouais. Donc, c'est massif, c'est cher. Nous, ce qu'on propose, enfin, ce sur quoi vous travaillez, c'est une solution maison avec aussi le CEA, à base d'IA. Oui, à base du coup d'IA, pas du tout de la famille de GPT qu'on connaît, qui prend beaucoup de place médiatique aujourd'hui, mais du coup d'une autre famille d'IA qui s'appelle les NERF. Je ne pourrais pas en dire énormément, beaucoup plus sur les différences, mais en tout cas qui permet de traiter de la donnée hétérogène. Donc ça veut dire plus être obligé de prendre des photos toujours avec le même appareil photo pour avoir la même luminosité, etc., mais d'être capable à terme c'est pas forcément vers là qu'on ira, mais par exemple, l'image marche bien, de scraper en fait Google Images sur la tour de Pise et de venir réutiliser les millions d'images qu'on a déjà sur la tour de Pise pour recréer une 3D de la tour de Pise. Au-delà de ça, ça permet aussi, si par exemple le musée de Sienne a un fond photo du début du XXe siècle sur la tour de Pise, moins important que ce que je peux trouver sur Google Photos, mais mettons quelques milliers de photos, ça permet de faire des hypothèses sur du coup ce qu'était l'état de cette tour de Pise au début du XXe siècle, en comparant les points de différence, etc. Et donc l'idée effectivement derrière tout ça, c'est d'à terme d'être capable de se passer de captation, donc d'aller chercher de la donnée qui existe, parce qu'il en existe énormément. C'est peut-être le plus principal constat depuis 8 mois, c'est qu'en fait, de la donnée sur les monuments, il y en a déjà énormément. Dès qu'il y a une réparation, il y a un métrage laser. Dès qu'il y a des photos, il y en a beaucoup. Des photos d'archives, c'est quelque chose qui a déjà beaucoup été fait. Donc, c'est plutôt que d'aller recréer toujours de la donnée, d'être capable de traiter tout ce qui existe comme données, voire même en y mettant une couche de GPT par-dessus, d'être capable peut-être à terme de recréer le phare d'Alexandrie, duquel on a énormément de descriptions écrites, mais pas de photos. Tu as tout encore une porte, donc j'en profite, je me faufile, parce qu'il est question de monuments, et vous avez déjà un partenariat avec le CNM. Hein, CMN, pardon. Centre des Monuments Nationaux. Voilà. Mais il est aussi question d'élargir peut-être tout ce travail à des lieux qui peuvent être des stades, des lieux de pratique sportive. Donc là, on a les JO 2024, c'est une belle opportunité, mais aussi des lieux fictionnels. Exactement. Alors, juste sur le patrimoine sportif, du coup, comme je viens de l'expliquer, une manière de faire des jumeaux numériques, c'est la photogrammétrie, prendre un grand nombre de photos
de la même chose. Si on regarde, par exemple, la finale du 100 mètres des JO, finalement, on a plusieurs caméras à haute fréquence, haute fidélité. Donc, on peut, de la même manière, réutiliser en fait, ces images-là comme une suite de photos, pour créer des jumeaux numériques, non pas des lieux, mais des épreuves, en fait. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir des plateformes thématiques. La prochaine, pour les JO, comme tu le disais, autour de tout ce qui a trait au sport. Une qui suivra sur le patrimoine fictionnel. Dans la même logique, utilisons les images de films pour recréer les environnements de tournage. Il y a des travaux aujourd'hui qui sont en cours sur Friends, notamment. Très facile, puisqu'on a toujours le même décor, énormément de saisons de référence, donc c'est plutôt facile comme terrain d'étude. Central Perk modélisé en 3D. Voilà, mais du coup, avec les personnages du coup, qui bougent et qui ont l'action qu'ils ont dans la série, dans la 3D. Donc on arrive quand même derrière à des usages potentiellement très intéressants. Donc je peux faire toutes les saisons de Friends assis sur le canapé de l'appartement. C'est des choses qui sont presque du domaine du possible aujourd'hui. On est en train de toucher ce domaine du possible-là. Derrière une plateforme sur le patrimoine naturel, que ce soit faune, flore et sites naturels, et une plateforme sur le patrimoine immatériel, tout ce qui est savoir-faire. Et donc, à partir de ces deux dernières plateformes, c'est de rentrer plutôt dans du procédural, puisque l'idée, c'est pas de faire qu'est-ce que le jumeau numérique d'un chêne C'est pas la reproduction d'un chêne en particulier. C'est d'être capable de numériser l'essence d'un chêne et comment le représenter de manière toujours différente, mais toujours vraisemblable dans différents environnements. Donc, on rentre là dans le procédural, d'être capable de reproduire les caractéristiques d'un végétal ou d'un animal, tout en pouvant le générer de manière toujours différente. Question subsidiaire, mais quelle est la plus-value, par exemple, pour la préservation, j'imagine, de savoir-faire d'un artisanat japonais qui a 2 doigts de disparaître? On se dit, on va le faire, on va le modéliser, on va le préserver parce que c'est peut-être le dernier artisan qui va disparaître. Quelle est la plus-value par rapport à quelqu'un qui viendrait l'enregistrer avec une très bonne caméra c'est pour moi pas du tout les mêmes usages. Ouais. Là, pour moi, l'enregistrer avec une caméra, on est dans la question de l'archive. Ouais. Moi, ma question sur cette plateforme-là, c'est par exemple, je reprends ton exemple de l'artisan japonais qui serait forgeron de sabre, par exemple. Eh bien, au lieu d'avoir des PNJ qui tapent bêtement de manière régulière dans, je sais pas quel... Je sais pas, The Witcher. Voilà, d'avoir des personnages qui taillent une épée, qui forgent une épée. Ce qui, du coup, de mon point de vue, dans le sentiment d'immersion qu'on va rechercher dans tous les environnements à advenir, des environnements fictionnels à advenir, ça va quand même être quelque chose qui va apporter de la profondeur et de la richesse. Donc, ok. On va dire le carré Champéret a été modélisé avec succès avec l'aide de l'IA. Désormais, je peux vendre des licences d'exploitation du carré. Alors déjà, il est découpé en centaines, milliers d'objets logiques. On va découper ce canapé, tout ce qui est identifiable. C'est pas forcément très identifiable, ce canapé. mais on va en changer. On va décomposer tout ce qui est identifiable pour que justement les créateurs derrière puissent s'en saisir, les adapter à leurs besoins, puisqu'en fait, peu de gens vont avoir besoin d'utiliser le carré Champéret dans son entièreté. Avec exactement l'installation telle qu'elle est à un instant T. Donc l'idée, c'est vraiment de découper en un ensemble de produits. Chacun de ces produits, du coup, c'est là où on revient sur des NFT. Chacun de ces exports-là est lié à un smart contract, à un NFT, qui va permettre justement derrière, une fois qu'il y a de l'argent qui rentre sur ce smart contract, parce qu'on a vendu une licence d'exploitation, de redistribuer à tous les datasets qui ont été utilisés pour la création de cet export, à proportion de ce qu'ils ont été utilisés, de reverser à tous les ayants droit, les investisseurs, les monuments, cas d'un monument. Donc nous, on utilise les NFT, non pas pour les vendre finalement au grand public avec un marché primaire, secondaire, mais vraiment pour gérer tout le système de licence d'exploitation et de répartition de droits. Et là, en gros, donc, j'achète un
alors, j'obtiens des droits. La licence, je l'obtiens, c'est un NFT ou Non. c'est... Enfin, Ok. je suis inscrit dans le NFT comme ayant acquis la licence. Je télécharge le fichier, mais le NFT en soi, c'est mon c'est mon contrat, mais je n'ai pas d'enjeu à le posséder finalement. Ok. Mais du coup, parce que du coup, un NFT, il y a un wallet. Ouais. Donc, du coup, le contrat, il y a un wallet ou il y a une personne? Du coup, le propriétaire du NFT, c'est le projet de jumeau numérique. Mhm. Il appartient au jumeau numérique, l'export. Ok, C'est son produit. donc, du coup, moi, j'ai acheté le canapé. Oui. D'accord. Tu as acheté une licence d'exploitation du canapé. Ok. Donc, sur mon NFT, j'ai l'image du canapé. Oui, mais tu as surtout un droit de télécharger le canapé en 3D Sur Ah, plateforme. ok. Ouais. Sur sur la plateforme. Ok, donc si c'est-à-dire moi, donc si jamais il y a Tom Cruise qui veut faire Mission Impossible et qu'il veut mon canapé, je suis obligé de lui vendre mon NFT ou je Ah, peux, parce que... Toi, tu es dans quelle position? Tu es créateur ou tu es investisseur? Moi, j'ai acheté le NFT au début. Donc, Je suis investisseur. Tu es investisseur, tu n'as pas acheté le NFT. Ah, Tu as j'ai pas investi dans un pool qui, lui, a créé des NFT, a mint Ok. des NFT Ok. de tout un ensemble de produits qu'il jugeait intéressants. À ce moment-là, le créateur, lui, il envoie de l'argent sur ce smart contract et c'est ce smart contract qui est redistribué. Ok. T'as pas, enfin, en tant qu'investisseur, tu n'achètes pas de NFT. Tu investis dans un pool qui, lui, investit dans mint tout un ensemble de NFT. C'est-à-dire que dans ton smart contract, tu as deux tableaux. Tu as les owners des NFT et les investisseurs. Ouais, c'est ça. Léonard, Ouais. ça va être le gestionnaire du lieu qui est Ouais. venu déposer le dossier. Et les investisseurs, du coup, tous ceux qui participent à la DAO. On a une question que j'avais prévue, mais qui revient pas mal, c'est la question des droits. Aujourd'hui, tu négocies du coup avec le Centre des musées nationaux, des monuments nationaux, pardon, décidément, les droits d'exploitation, les droits d'utilisation. J'imagine que c'est quelque chose. Enfin, ils sont habitués à cette question, tu vois, à aller aussi loin dans la possibilité d'utiliser l'extérieur, l'intérieur. Et tu vois, ils se disent pas merde, on va peut-être déposséder. Tu vois, si demain je veux faire un film adulte dans les locaux du Carré Champéret ou autre, c'est possible, non? Du coup, ça sera cadré ça dans les CGU, Ouais. justement de la licence d'exploitation, que non, il y aura effectivement des usages proscrits, les jeux d'argent, effectivement, tout ce qui est film pour adultes. Voilà, il y a quelques secteurs comme ça qui seront interdits, qui sont plus ou moins aujourd'hui négociés au cas par cas, mais on va effectivement essayer de trouver une règle générale et sur lesquelles, effectivement, du coup, la DAO qui gère ce jumeau numérique-là n'aura pas le droit de changer ces règles-là, sous peine de perdre les droits d'exploitation. Donc, sur ce point-là, on n'est pas sur des réponses encore complètement figées. Parce que, évidemment, l'idée, c'est de surtout pas le permettre, mais que ça n'amène pas non plus des énormes lourdeurs administratives pour le créateur qui n'importe quoi, devrait attendre une autorisation ou pas de l'administration pour faire son projet. On est quand même sur du web, c'est pas trop le rythme auquel les utilisateurs sont habitués. Tu m'envoies ton brouillon et je te dis si jamais tu peux, voilà, tu peux dans 3 publier. semaines. Ok, très clair. Et vous avez adossé ça à un token, le LEI, qui va permettre, entre guillemets, de récupérer des fonds auprès d'investisseurs pour chacun des projets qui seront présentés. Le fait d'avoir un token, d'avoir des mécaniques très, très Web3, alors qu'on est sur un environnement qui est très culturel, qui est autour de la préservation, la valorisation. Tu parlais de finances régénératives, c'est-à-dire que cette économie permet aussi de financer l'entretien, la rénovation potentiellement de ces lieux. C'est assez rare finalement qu'on voit cohabiter le monde vraiment du patrimoine et de la culture, donc plutôt un monde assez conservateur, je veux dire, et le monde du Web3, qui est plutôt une machine qui va vite et qui s'embarrasse finalement assez peu des usages je ne vais pas dire de l'ancien temps, mais tu vois, de ce côté un peu des lourdeurs administratives. Et du droit. Et du droit, voilà. Alors ça, je pense que je vous en dois une partie, parce que je pense que derrière ça, il y a quand même aussi de la conviction, une espèce de, pas de militantisme, je dirais pas jusque-là, mais quand même de croyance dans le fait que, contrairement
à l'invité, la détractrice du Bitcoin, que vous aviez reçu il y a quelques... Nastasia. Moi, je pense que derrière l'idée initiale, qui est effectivement très anarcho-libérale et tout ça, aujourd'hui, il y a quand même une autre voie qui s'ouvre pour le Web 3, qu'on appelle des fois Web 2.5, il y a des différentes appellations qui existent. Mais pour amener ces modèles-là, justement, sur d'autres secteurs où ils apportent quelque chose de réellement nouveau. Alors, là, c'est un pari. Peut-être qu'on se trompe complètement. J'ai la croyance que non. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'autres arguments que... Non, mais peut-être en termes de pédagogie, parce que finalement, vous devez expliquer ce qu'est le token, vous devez expliquer ce qu'est une DAO. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses sur lesquelles... Alors, sur le token, je fais de l'avant-première où personne n'est au courant. Mais oui, Sébastien, on est entre amis. Mais moi, tu vois, par exemple, sur le patrimoine, je pense que les gens ils sont très habitués à un truc, c'est la monnaie de Paris. C'est déjà, en fait, c'est un token et que je ne sais pas encore de quelle manière et tout ça, mais je pense qu'on a un vrai truc à jouer à proposer une alternative, finalement, qui soit le prolongement de la monnaie de Paris sur quelque chose, justement, de plus digital, de plus interactif, etc. Plutôt que de repartir avec son jeton doré, si je repars avec le droit d'accéder aux jumeaux numériques quand je rentre chez moi, de pouvoir le montrer à mes proches, de pouvoir rentrer dans le monument, remontrer des détails très précis, etc. Je me dis que le pas finalement entre les deux, il n'est pas si immense que ça, et que du coup, c'est des décisions très récentes, stratégiques, de commencer à parler Web 3 et après aller vers les utilisateurs Web 2. Pendant longtemps, on a voulu parler aux deux en même temps. C'est en fait très difficile. Mais pour moi, dans l'ambition du projet, il y a clairement d'embarquer, peut-être sans qu'ils le sachent complètement, beaucoup d'utilisateurs Web 2 aussi sur le projet. Ok. Et là, on parle d'un projet qui est... En tout cas, il y a pas mal de pièces qui sont déjà emboîtées. Vous avez un calendrier pour les prochains mois qui est assez chargé. Tu peux nous détailler justement Du coup, on a la version pré-alpha qui permet qui permet uniquement de faire des promesses d'investissement et de proposer des monuments et de manifester son intérêt pour certains monuments qui sortent d'ici 15 petits jours. Petit, qui doit être en ligne le 17 au matin, forcément pour le THCC. Il faut que j'ai quelque chose à montrer. Donc, il sera en ligne le 17 au matin, quoi qu'il arrive. Et du coup, la version avec les fonctions DAO, enfin prise de décision collaborative, investissement, rétribution, etc., qui arrive le 15 septembre pour les journées du patrimoine. Okay. Et les autres plateformes arriveront en gros à un rythme d'une tous les 6 mois. Ok. Et on parlait tout à l'heure de la relation entre layers. On n'est pas... Laurent et moi, on n'a pas mis de billets sur layers. Il n'y a pas de conflit d'intérêt entre layers et 20 minutes. Mais c'est vrai que, par exemple, tu as Adrien Badevant, qui est advisor chez vous, qui était un invité de 20 minutes, qui est l'un des rapporteurs l'an dernier sur un gros rapport autour du métavers auprès du gouvernement, et un membre de la commu qu'on salue, je crois qu'il est présent dans le chat, Mathieu. Là tout à l'heure. C'est globalement, s'il y a une personne qui grappille tous les NFT, tous les giveaways, c'est Mathieu. Voilà. Dans les bons plans, on ne sait pas, il a les cheat codes, on ne sait pas comment, mais voilà. Il y a un tirage au sort, t'es sûr qu'il est dedans. Il est dans tous les bons plans. Donc j'en profite, parce qu'on va basculer un peu sur le quiz, justement, pour parler. Donc j'espère que ce ne sera pas Mathieu qui le gagnera. Ou tu partageras avec Elven ou d'autres. Je vois que Usul, Jedi Guild, Entertainment TV, waouh, ça c'est du pseudo. Welcome à ceux auxquels je n'ai pas dit bonjour tout à l'heure. Vous avez le droit de participer, mais vous ne gagnerez pas les NFT. Oui, parce qu'on va faire les NFT, mais aussi le petit giveaway. Hélène, alors le principe, on est sur... L'idée, c'est de faire deviner, ce n'est pas un quiz classique, de te faire deviner un monument ou un événement. Là, c'est un monument dans le cadre de ce premier visuel. Et après, donc ça, c'est le petit test. C'est une petite mise en jambe. Et après,
c'est des événements Web3, des monuments Web3. Donc, j'ai essayé de faire le lien entre eux. Bravo, Elven, qui a deviné le carré, champ, Perret, voilà. Il est déjà venu. Il est déjà vu, Elven, ouais, c'est pour ça. Merci, Elven, bravo. Mais je crois que c'est Elven qui l'a deviné. Oui, c'est Elven qui a gagné. Bravo. Sur la première. Mais la première, elle compte pas. C'était le petit test. C'était la mise en jambe. Je suis désolé. C'était la plus compliquée aussi. Vous allez voir. Après, on va pouvoir continuer. Vas-y, Hélène, on peut continuer pour de bon. Vous allez voir, c'est ultra simple. C'est que du visuel. Il n'y a pas de texte. Enfin, il y a un indice chez vous, parce que j'avais envie de faire ma Julien Lepers. Un indice chez vous, le Grand Palais des Mechas. Quel event Web3 c'était? NFT Paris. Mais bon, on va attendre. On va laisser pas trop... Voilà, plus charade. Donc, PBW, non, la Paris Blockchain Week, c'était au Louvre, au carré du Louvre. Ouais. Donc voilà, j'aurais pas dû faire ça. La première question, c'était... NFT Paris, c'est un événement. Voilà, NFT Paris. Merci, Elven. Voilà, c'est bon, on peut continuer. Vous avez le principe. On continue. Hélène. Alors, un indice chez vous, John Carp. Alors là, je sais que tu l'as, Damien, ça parle NFT. Je vous laisse. Allez, direct. Allez, je ne l'ai pas encore. Grand Palais, il y a des concerts aussi. Allez, bim. NFT Factory. Bon, Elven, il est dedans. Machin Factory nous dit... Voilà. Donc, l'indice, c'était John Carp. Maintenant, ça se réveille. Merci, Matthew. Bon, Matthew, tu ne vas pas gagner. Je suis désolé pour toi. On continue avec la question 3. Vous allez voir. Un indice chez vous. Ce n'est plus John Carp. C'est John Bacalao. Voilà, je vous laisse le soin de méditer sur cette vanne. Et Jedi Guild, merci aussi. Tu fais de la bonne vanne. John Capre, pardon. Lisbonne Evans. Non, ça s'appelle pas comme ça. C'était... C'est pas NFT Biarritz, c'est... Allez, les gars, aidez-nous. La nonne... Pastel des Nathan nous dit Franck Dépété. Non, ça va pas du tout. Ah là là, quand on vous souffle pas les réponses, ça va plus. NFC nous dit 20 minutes. Bah, je pense que c'est Laurent derrière le pseudo 20 minutes. Et oui, c'était la Non-Fungible Conférence. Franck était pas loin, du coup. Franck, oui, mais bon... c'est la spécialité. Il y a déjà quelqu'un qui a dit Lisbonne Events. Voilà. Donc, ouais, Non-Fungible Conf. Ouais, Matthew, c'était ça. Allez, on continue. Merci, Hélène. C'est encore John Carp, du coup. Oui, mais c'était John Bacalao. Voilà. Tu vois, mais bon. Un indice chez vous, comme l'impératrice. Donc là, on a 2 lieux. On a le collège des Bernardins et la maison de la Mutualité. Comme l'impératrice. Il y a un petit indice. Ça se passe à Paris. C'est un événement qui va avoir lieu dans les tout prochains jours, la semaine prochaine. En rapport avec une blockchain très utilisée. Bon, tu l'as dit, mais tu l'as dit en français. Tu l'as dit avec la prononciation française. ETHCC, ETHCC. Voilà, je suis désolé, c'était un peu compliqué. Ternoa nous dit Usul. Oui. Ah, ouais, gros, c'était ça. Bravo. Je viens de comprendre. Et oui, ETHCC, l'impératrice. Voilà, merci. Ah, ça rigole en coulisses. Merci. Ben ouais, mais bon, je fais ce que je peux. Ternoa, non mais Usul, ça va pas. Allez, la dernière. Cette piscine. Un indice chez vous, servi sur un plateau. Voilà, je vous laisse là-dessus. Damien, il a... Surfing et ce n'est pas Surfing Bitcoin. Tellement non. pas, mais tellement pas. NFT Biarritz nous dit, voilà, c'était exactement ça. Servi sur un plateau, bah voilà, on a l'invité, c'est Damien, servi sur un plateau. Et le lieu. J'aimerais bien qu'on commence en fait à parler un peu du lieu, parce que au-delà du décor de rêve de Biarritz, il y a aussi le connecteur, le lieu qui accueille du coup pour la 2e fois, mais dans une configuration, j'ai cru comprendre, encore plus colossal, le NFT Biarritz 2023. Tu peux nous présenter un peu la place? NFT Biarritz passera en effet au connecteur. Donc le connecteur, c'est un village by CA, par le Crédit Agricole. Donc en fait, c'est un incubateur. C'est un peu comme Station F, mais vraiment avec une vibe 100% surf, quoi. Donc il y a une grande baie vitrée avec du soleil, des palmiers, tout ça. Et c'est dans un état d'esprit très, très start-up, parce qu'il y a des, en fait, il y a des incubés. Donc du coup, il y a beaucoup d'espaces de travail. Mais surtout, il y a un open space et des amphithéâtres hyper modernes. C'est sorti pendant le Covid, donc ça n'a pas beaucoup été utilisé. Et nous, en fait, on est, je pense, le plus gros event là-bas jusqu'à présent. Du coup, ça fait très plaisir de faire travailler la région basque et de décentraliser un petit peu tout ça dans un incubateur au Pays Basque. Et parce que toi, tu es installé à Paris, alors ton frère Franck est installé à Biarritz. Qu'est-ce qui a motivé au départ le lancement d'un event à Biarritz?
qui n'est pas, on va dire, le centre névralgique du Web3, hein, en tout cas pas à ma connaissance. Enfin, toutes les initiatives de décentralisation sont les bienvenues. Hein. On a un membre de la commu, 20 000, qui a lancé le Web3 Lille. Oui. Donc, on salue toujours ce genre d'initiative. Mais c'est vrai que moi, j'aimerais bien comprendre un peu, allier un décor de rêve et, on va le dire, une formule all-inclusive. Moi, je trouve ça chouette. Hein, mais je te laisse m'expliquer un peu. En fait, on apprécie beaucoup la région parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs là-bas. Après, c'est un petit peu historique, comme le Pays Basque. Bon, il y a une certaine histoire avec le Pays Basque et la France en général, tout ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui là-bas sont fiers de leur région et veulent vraiment se battre pour leur région. Mais il y a quand même pas tant d'événements digitaux, tout ça qui se passe là-bas. Moi, je travaille dans un incubateur là-bas, Conquistador, pendant longtemps. Essayer d'apprendre aux locaux comment faire des WordPress, comment faire du no-code, tout ça. Et ils sont très, très, très demandeurs de ça. Donc, ce qui est cool à NFT Biarritz, c'est que la moitié de la population, c'est des locaux. Des gens qui ont des boîtes là-bas, soit des startups, soit des boîtes plus traditionnelles, genre restauration, prêt-à-porter, tout ça. Et ils sont très ouverts aux nouvelles technologies. Et c'est pour ça que l'année dernière, à NFT Biarritz, la moitié des participants, c'était des biarros. L'autre moitié, c'était plus des potos qui viennent aux events et tout ça, donc des gens qu'on connaît bien. Et ce qui est super intéressant, c'est que l'année dernière, notre plus gros sponsor, c'était Rosy Labs, c'est une boîte de New York. Ils ont signé leur premier deal en France avec une boîte du Sud-Ouest. On est quand même très content de ça. Et c'est pour ça qu'on veut reproduire ça à Biarritz. Nous, en amont, chez OpenGem, on faisait déjà des meet-up là-bas. On en fait aussi à Paris. Mais c'est vrai que là-bas, c'est une ambiance vraiment sympa. On voudrait aussi faire découvrir ça aux gens qui vont aux events dans des capitales, surtout à Paris, pour découvrir ça, cette vibe un petit peu plus chill qu'on a à Biarritz. Californienne. Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ouais. Ouais, c'est cool. Et 400 personnes sur la première édition. Là, 800, 1000, enfin, quel est le... Ouais. Comment vous prévoyez ça? Parce que l'idée, c'est d'être... Enfin, on n'est pas que de passage sur une journée. L'an dernier, je crois que c'était une journée. Là, on est sur 2 jours. 2 jours, ouais. Avec un prix à la journée, tu m'as dit, de 90 €. C'est ça. On s'assure vraiment d'être à moins de 100 €. On essaie vraiment de faire en mode vacances, comme un peu à l'époque, comme les premiers NFT Paris, tout ça. C'est all inclusive. On a les goodies à l'entrée, il y a le petit-déj, il y a le déj, il y a l'alcool à volonté. Bref, on est vraiment là pour s'amuser, réseauter. Il n'y a pas de costume cravate, on est tous en short t-shirt, tranquille. Donc c'est chill, mais aussi no bullshit, parce qu'on a fait beaucoup de workshops. Nous, on est tech, chez OpenGem, on audite des smart contracts. Donc là, l'idée, l'année dernière déjà, toute la journée, il y avait des workshops, on crée des wallets, on fait des mints, on fait des swaps, on se fait scam ensemble. On a des smart contracts qu'on signe ensemble et hop, on perd nos crypto-monnaies. On les rend, c'est sur la testnet, pas de problème. Et on développe aussi des smart contracts ensemble. Okay. On peut déployer des smart contracts. Et donc l'année dernière, c'était sur 1 jour. Là, cette année, c'est sur 2 jours. Donc ouais, donc 2 fois plus. En plus, c'est 2 fois plus grand parce qu'on ouvre les 2 amphis, on ouvre les étages. Il y aura une curation, il y a pas mal de petites surprises. Mais surtout, beaucoup de workshops. On a des panels, on a des tables rondes, mais vraiment, on pousse les workshops. Je pense oui, il y a quand même pas mal de speakers hein, qu'on a eu pour certains déjà dans l'émission. Enfin, il y a du beau monde qui vient. J'imagine que le côté plein mois d'août, côté très ensoleillé, avec une ambiance un peu plus décontracte, ça doit attirer du monde. L'année dernière, on était axé très sport. On a vu Nike, on a vu la FIFA, on avait NBA Top Shot, les speakers, donc c'est vraiment cool. Là, cette année, on essaie de changer un peu de sujet. On aura la wine tech, ça rentre dans le thème, tu vois. Donc on aura beaucoup d'utility sur le vin, puis beaucoup de petits jeux sur le vin, des blind tests, tout ça. Une grosse partie légale aussi. Avec, en fait, sur la partie légale, on va faire... vous pouvez d'ailleurs, dès à présent, si vous venez à NFT Biarritz, réserver sur le site des créneaux pour prendre des rendez-vous avec avocats, comptables, experts en propriété intellectuelle. Et vous pourrez pitcher, ce sera des legal dating, vous pourrez faire un date avec ces personnes et pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous pourrez poser toutes les questions que vous avez sur vos projets. Donc c'est vraiment du one-to-one, on va vraiment apporter de la valeur sur le one-to-one. Donc ça c'est cool. Et pour grosse partie IA, on va faire des battles de prompts. On va faire des équipes. Ouais, c'est Pimp My Prompt. Pimp My Prompt. Donc c'est ce qu'on a fait en effet la semaine dernière à la NFT Factory. On a testé le format qui a super bien marché. Hyper convivial, c'est ouvert pour tout le monde. Si vous connaissez déjà l'IA, c'est cool. Si vous ne connaissez pas, franchement, venez pour découvrir. Il y a des gens, des personnes assez âgées, qui n'avaient même pas de téléphone portable, qui sont bien amusés. Ensemble, on crée des prompts en live avec votre équipe. Vous avez une équipe à vous et on crée une œuvre ensemble. Et à la fin, on fait un vote avec des choses à gagner sur l'œuvre la plus représentante d'une consigne. Enfin, voilà, on fait vraiment des jeux comme ça. Et c'est ce qu'on essaie de faire un maximum à NFT Biarritz. Vous faire manipuler un maximum. Ouais. Ok. Sur ces 2 jours, les billets, vous en êtes où? Il y a encore de la place? Tout s'est écoulé? Vous êtes comment? Non, il y a encore de la place. Tu sais, dans l'événementiel, on sold out. En fait, dans l'événementiel, 3 semaines avant, tu es là en mode on a vendu que 5 places. Et 2 semaines avant, tu as sold out. Donc, en vrai, non, il reste de la place. Je pense que beaucoup attendent le NFT aussi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la vente sur Eventbrite. Tous ceux qui avaient le NFT de l'année dernière attendent le NFT de cette année pour avoir les 50% de réduction. On fait beaucoup d'utility aussi avec le NFT de NFT Biarritz.
Donc là, oui, non, il reste encore pas mal de place. Ouais. Donc, On reste 200 je peux places. éventuellement acheter un NFT de l'édition 2022 pour avoir 50% de réduction sur Tu peux, ouais. sur 2023. Ok, intéressant. Intéressant. Sachez que on en a parlé tout à l'heure avec Damien. On a 30 € de réduction Oui. sur c'est des passes de jour, hein, du coup. Donc, Oui. sur 30 € de réduction sur 180 € pour accéder à NFT Biarritz. Et le code promo, c'est Hélène qui le partagera avec vous, ainsi que le site. Du coup, vous le lancez quand, le NFT? Le NFT, il faut demander à Franck DPT, le CTO, mais je pense d'ici 2 semaines. Ok. D'ici 2 semaines, la page de Mint est lancée. Là, on est sur le design, on est en train de faire un truc un peu sympa. Ouais, il était, celui de l'an l'année dernier était dernière, chouette, t'as avec aimé la planche qui tourne au milieu et tout. Ouais. Et le fait de... Tu vois, nous, on a sorti le 20 Mint numéro 3, là, le 14 juin. Le sujet principal, c'était les NFT, avec d'un côté, c'est pas la désillusion, mais une certaine rancœur, éventuellement par rapport aux NFT d'art, qui sont un peu cassés la gueule, mais plutôt des espérances sur le NFT à utilité pour Bah oui. tracer, authentifier, etc. Créer un event qui s'appelle NFT Biarritz en 2023 dans une période qui est, on va dire, relativement molle et maussade. Enfin, vous avez une approche qui est très enjouée. Même votre charte graphique est très, tu vois, est très fun, est très pop. Vous jouez beaucoup là-dessus. Enfin, c'est assez facile d'embarquer du monde quand même sur un événement qui a lieu. Alors, je l'ai dit, c'est sympa dans un lieu sympa, mais qui a lieu en pleine vacances, en plein mois d'août, quoi. Bah, en fait, en règle générale, ça plaît quand on parle aux gens qui voyagent, donc les gens de Paris, tout ça, ils viennent souvent avec leur boîte. Du coup, ça leur fait 3 jours de vacances qui passent aux frais de la boîte pour passer des vacances un petit peu avec nous. Donc en vrai, ça passe bien. Et puis bah, sinon, moi, je vous invite surtout à découvrir Biarritz, c'est une région sympa, enfin, si jamais vous êtes de passage. Sur le Discord, on a aussi des channels covoiturage et pour les habitations, Ouais, ok. des gens qui discutent. L'année dernière, ça avait bien marché. Là, cette année, je vois, ça commence à reprendre. Donc, s'il y a des plans sympas sur Biarritz, go, quoi. Ouais. Et du côté d'OpenGem, donc, qui est une boîte qui est plutôt très B2B, très technique sur de l'analyse de l'audit de smart contract, j'imagine que vous avez fait auditer vos smart Pas contracts. encore, Pas ils sont encore. en cours de développement, donc c'est pour très bientôt. Ouais. Nous, c'est une phase sur laquelle, quand le smart contract pour la collection 20 Mint a été produit, on était surpris par le prix de l'audit. Ah ouais. Et, C'était combien je sais pas, c'était plus de 10 000 €, je crois. Ah oui, Ouais. nous, on est quand même sur des prix bien inférieurs chez OpenGem. Ouais. En fait, nous, chez OpenGem, on essaie vraiment de travailler avec les builders. Donc, on a commencé il y a 2 ans et demi à peu près à auditer les smart contracts. Un des premiers projets audités, on a fait pas mal avec les devs, c'était avec Sora. Donc, c'était vraiment cool. Puis, il y a eu plein de projets depuis. Là, plus récemment, on est situé à la NFT Factory. Et puis, on travaille pas mal avec Airbus aussi sur leur collection. Donc, c'est cool. Mais en vrai, nous, on travaille beaucoup sur la persistance de la data. Donc, toi, en tant que owner, est-ce que toi, aujourd'hui, tu as un NFT et la question, c'est est-ce que tu le possèdes vraiment ou est-ce que techniquement, volontairement ou involontairement, il peut être altéré dans le temps. Le projet à distance peut tuer ton NFT, supprimer ton image, modifier des attributs, ce genre de choses. Ou involontairement, bah, écoute, c'est hébergé sur un serveur. Et puis, bah, du coup, le serveur Google, le jour où la personne ne le paye plus, donc le projet, je suppose, bah, du coup, tu perds ton image. C'est le genre de choses qu'on regarde beaucoup et qu'on challenge parce que souvent, nous, quand on parle d'on-chain, on nous dit « Ah, ça coûte cher ». Il y a plein de solutions pour mettre des choses on-chain et économiser sur les coûts avec plus ou moins de décentralisation, plus ou moins de persistance, mais en fonction du projet, quoi. Donc en effet, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans et demi avec des grands groupes, mais aussi des plus petits projets, comme Watch Certificate, suivre sa montre dans le temps. Donc là, il ne faut pas de la persistance, il faut que ça bouge. Et du coup, garder les logs, garder l'historique, de quelle façon on fait, tout ça, c'est très, très intéressant. Et donc du coup, c'est ce qu'on fait chez OpenGem depuis un moment. Et comme là, on parle beaucoup avec des artistes, du coup, à NFT Factory aussi beaucoup, on a de plus en plus la question de gens qui ne savent pas coder, qui nous disent « Bon, bah, c'est bien beau, vous avez des librairies, on a des librairies gratuites en ligne, on a nos audits, des accompagnements. Du coup, c'est plus 4 000 €. On suit des projets sur 1 mois, 1 heure, 1 heure et demie par semaine, et on les challenge sur leur smart contract. On leur donne des librairies, on leur donne du code, on leur donne tout ça. On ne développe pas pour eux, on évite, mais surtout, on les rend autonomes et à la fin, on produit l'audit qu'on poste sur le site. Okay, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 2 ans et demi. On a une petite communauté de devs, une petite communauté de tout ça. Mais là, plus récemment, on a les artistes qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais moi, je ne sais pas développer ». Donc, c'est pour ça que pour NFT Biarritz, on sortira notre plateforme de déploiement. Donc, tu pourras faire des NFT en no-code, sans savoir coder, avec le smart contract le plus persistant et décentralisé que tu puisses avoir. Okay. Donc, toi, en tant que créateur, tu es souverain, vraiment plus souverain que sur OpenSea, évidemment, même plus que sur Manifold. Et en tant qu'acheteur,
tu es vraiment honneur de ton NFT, il ne sera pas altéré dans le temps. Mm. C'est ce qu'on te garantit techniquement. Après, légalement, évidemment, il peut y avoir des sujets. En tout cas, techniquement parlant, c'est aujourd'hui, en tout cas, la façon la plus sécure de faire des NFT. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a une facilité de se dire, bah, c'est un NFT, donc de base, c'est protégé. Enfin, c'est un abus de langage, mais c'est vrai que de base, on peut se dire, c'est un NFT, donc je le possède. Si je l'ai acheté et qu'il est dans mon wallet, je le possède, ad vitam en quelque sorte, tant que je n'ai pas oublié ma seed phrase. Ouais, mais non, mais même si tu as une ledger et fais gaffe à ta seed phrase et tout, ton NFT peut bouger. Et il y a des antécédents. Regarde les Rich Bull Club, je vous invite à aller voir sur OpenSea les Rich Bull Club. Tu as des Rich Bull Club avec marqué banni dessus, avec un emoji caca. Et en gros, à distance, les créateurs du projet ont banni des gens parce qu'ils ont dit des choses sur les réseaux ou quoi. Et donc, l'ID 2, on le tue à distance comme ça. C'est le genre d'audit qu'on fait gratuitement et qu'on met des sales notes pour dire faites gaffe les gars, en tout cas, sachez que si vous achetez ça, on pourra modifier à distance vos assets. Ouais. Après, c'est à toi de décider. Voilà. C'est Oui, comme un petit peu Yuka. Yuka, finalement, il note le Nutella, c'est pas bon pour la santé. Et si tu trouves le goût bon et que ça te rappelle des choses et que tu aimes bien le projet, le marketing, il te parle, tu vas acheter. Moi, j'ai dans mon wallet des NFT qui n'ont pas spécialement une bonne note, mais je sais que c'est des jeux vidéo derrière et tout, et c'est comme acheter un skin Fortnite. C'est OK. Nous, on ne juge pas la qualité de l'art, Ouais. on ne juge pas la communauté, le projet, tout ça. On juge techniquement. Techniquement, fais gaffe. S'il y a une mauvaise note sur OpenGem, un mauvais gem score, ça veut dire que tu peux le perdre à un moment. Ok. C'est sûr. Et de ce côté-là, du coup, OpenGem organise un event qui est plutôt grand public, en mélangeant tu vois, des entrepreneurs locaux, des gens qui viennent de Paris, avec, j'imagine, l'envie de passer un bon moment tout en parlant Web3. Pour vous, du coup, le business, il est plutôt sur le côté d'élargir votre portefeuille de clients. Nous, depuis toujours, avec Franck, du coup, avec qui j'ai fondé OpenGem et puis NFT Biarritz, on pitch pas mal. On donne des cours à HEC, on donne des cours dans des écoles d'ingé, CIF, tout ça. On pitch aussi dans des événements. Et du coup, on était là en train de promouvoir les NFT et on était un petit peu frustrés de se rendre compte que derrière, techniquement, c'était pas si solide. Donc du coup, c'était un peu naturellement qu'on a fait OpenGem et qu'on a commencé à parler de ça. On faisait beaucoup de meet-up sur Paris et à Biarritz. Puis à un moment, on s'est dit, vas-y, viens, on fait un gros truc. Et on veut que les gens manipulent. Du coup, NFT Biarritz est arrivé un petit peu comme ça, tu vois, au fil de l'eau. Je regarde, mais la question de la différence entre NFT et SFT, alors pour moi, je pensais à Soul Band Token. Alors, SFT, je ne connais pas. C'est peut-être une erreur non, de je pense Elven, mais le NFT, et Usul qui confirme, c'est drôle le NFT évolutif, mais du coup, qui le modifie, attention. Ouais. Bon, effectivement, on est d'accord là-dessus. Faut plutôt se baquer. De votre côté, Sébastien, j'imagine que c'est des choses auxquelles vous faites ultra gaffe, sachant qu'en plus, là, le détenteur du NFT, c'est le créateur du projet. Nous, c'est des choses sur lesquelles il y a plusieurs niveaux de jetons dans le Ouais. projet. Effectivement, c'est des choses sur lesquelles on fait super attention, même sur lesquelles on n'est pas complètement arrêté. Parce que il y a le NFT, typiquement ce que je disais tout à l'heure, sur nous, c'est le contrat de licence finalement qui est en NFT. Le contrat de licence, finalement, que lui, il ne bouge pas, c'est pas très très grave. Par contre, la question, c'est l'export qui est derrière, qui lui, du coup, est un fichier lié à ça. Et donc, comment il est hébergé idéalement on-chain. Comment, dans un premier temps, parce que ça coûte quand même un peu plus cher de stocker on-chain quand on est sur des fichiers lourds qui conduisent vite en teraoctets, donc ça coûte vite cher. Comment on conserve un peu un maximum de décentralisation malgré tout dans un premier temps pour se garder de la flexibilité pour améliorer par la suite. Oui, c'est des réflexions qu'on a au quotidien avec la volonté d'aller vers de la décentralisation, mais aussi face à des réalités techniques qui font qu'aujourd'hui, la décentralisation absolue, parfaite, sûre, complètement transparente, elle est quand même difficile. Ouais, et puis quand tu arrives sur des gros fichiers comme ça, vient aussi la question de l'écologie. Parce que la décentralisation, ça peut aussi se traduire vite par la duplication de la data. Donc du 8 gigas ou Tera dupliqué à je ne sais pas combien. Non, ça se réfléchit. Mais là, tu vois, là aussi, il y a la preuve de provenance qui est super intéressante. Comme ça, c'est quelques nœuds qui gardent l'asset. Et du coup, on peut prouver après si c'était bien l'original au début. Et ça ne permet pas, en effet, de la conserver. Donc, il y a plein de moyens, mais c'est super intéressant. Mais très clairement, nous, c'est une question qu'on voit comme un champ qui est encore ouvert. Parce que les solutions qui existent aujourd'hui ne sont pas pleinement satisfaisantes. Donc, la question, c'est plutôt comment on se garde de la flexibilité pour aller vers du mieux quand il y aura des services qui nous semblent convenir, que
là, pour le coup, de sauter les deux pieds dans le Web3 sans recul critique aussi, Ouais, quand bien même, sûr. par rapport à des faiblesses qu'il y a aujourd'hui. Ouais, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, garder peut-être une approche Web 2.5, c'est-à-dire profiter de la traçabilité et des outils du Web 3, mais sans non plus s'enferrer avec C'est ça. une technologie qui peut vous coûter cher et en plus avoir un impact déraisonnable et qui rendrait caduque, entre guillemets, la pertinence aussi de votre... Oui, c'est ça. Si on a une consommation énergétique 10 fois supérieure parce qu'on a décentralisé, il faut, qui est déjà pas négligeable dans le cas de jumeaux numériques de plusieurs terrains à fabriquer, stocker, etc. C'est déjà pas négligeable. Donc, voilà, la balance, c'est des choix presque éditoriaux ou éthiques à ce Ça, moment-là. même c'est même des choix, je pense, de vision. Parce Ouais. que du coup, si tu centralises, c'est-à-dire quelqu'un peut avoir la main dessus, tu tombes demain sur un gouvernement qui est religieux ou quoi, qui veut détruire parce que c'est pas dans sa ligne directrice, il pourra plus facilement aussi. Enfin, dans certains pays qui détruisent des œuvres anciennes parce que c'est pas dans la religion actuelle, bah, c'est ça aussi que ça protège. Donc c'est vraiment une question de vision, quoi. Mais tu vois, tout à l'heure, tu me parlais de la réaction des monuments. La question de la souveraineté des données, c'est une question qui est centrale chez eux. Donc, pareil, comment tu as un discours rassurant sur la souveraineté, tout en, de l'autre côté, ayant de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est quand même des sujets qui grincent quand on les met... Oui, parce que si tu valides, frictionnent quand on les met ensemble. tu valides quelque chose aujourd'hui avec une direction et 5 ans plus tard, tu as un nouveau directeur qui dit non mais attends, moi je refuse, entre guillemets, qu'il y ait un jumeau numérique qui soit accessible à des investisseurs autres que ceux que j'ai choisis. Enfin, oui. Merci Adrien Badevant de nous aider pour toutes ces De questions-là. balayer un peu Ouais. tout ça. Les questions ne sont pas simples. Elven a réagi, il nous dit SFT c'est semi-fongible, pas soulbound. Je sais pas si Damien. Faut que je regarde. Du coup, c'est quel standard exact? Il n'est pas rentré dans le détail. Hein. On prendra le temps peut-être. Les solutions libres, c'est ce qui. Il faut que je regarde. Non, je sais pas trop. On prendra le temps une prochaine fois. Moi, j'aimerais bien qu'on rentre un peu sur le côté ambiance, tu vois, de Biarritz, puisque moi, le côté, on passe 2 jours alcool à volonté, mais tu vois. Finalement, de se dire, on va faire un truc un peu en mode Club Med, un event Club Med, ça détonne pas, tu vois, dans le monde du Web3 aujourd'hui, tu vois, cette approche un peu surfer cool, tu vois, là on te voit avec ton t-shirt Rip Curl. Bah si, ça, je pense que ça détonne, mais c'est ce qu'on cherche aussi en vrai. Des fois, peut-être que les événements les plus sérieux en apparence sont peut-être les moins concrets, les moins... Moi, ce qui m'embête des fois, tu vois, c'est que quand je vais à des events, j'entends des confs. Alors, des fois, ça part dans la tech, des fois, je suis pas trop d'accord ou quoi, des fois, je suis d'accord. Mais quand je rentre chez moi, je me mets à la place d'un noob, d'un nouveau, je me dis, OK, je commence par où, tu vois. Et ça va beau avoir l'air hyper sérieux, tout ça, mais on te vend un peu des trucs, mais tu sais pas concrètement à quoi ça sert. Moi, je préfère encore avoir une vibe un peu plus décontractée, mais quand tu rentres chez toi, tu es devant ton ordi, tu t'es déjà fait scam, tu as déjà déployé un smart contract, tu as déjà minté, tu as déjà créé une œuvre avec une IA, et c'est plus de la magie. Non, tu as mis les mains dans le cambouis, tu vois ce qu'il y a dans la. Et en plus, tu t'es amusé. Et en plus, c'était. Et de toute façon, l'humain, la meilleure façon d'apprendre pour un humain, c'est en s'amusant. C'est pas en étant sérieux. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on part, nous. Alors en effet, ça détonne. Je pense que certaines personnes en voyant ça, ils se disent non mais moi c'est mort, no way, je vais pas à cet event. Mais ceux qui viennent, en tout cas, ceux de l'année dernière, ont beaucoup apprécié. Du coup, nous, on réitère. Et en vrai, j'ai même envie de dire que ce que les gens ont le plus apprécié l'année dernière, alors il y avait l'event et tout ça, c'était un jour. C'est limite le lendemain, le petit-déj au phare de Biarritz, qui était aussi compris. En fait, on fait un moment un peu de chill où tu passes toute l'après-midi et tu fais ce que tu veux. Donc c'était à le bracelet de Biarritz, à le petit-déj de compris. Et là, tu peux discuter et tout. Donc en fait, les gens, je pense qu'ils ont tellement fait de choses à NFC Biarritz qu'ils ont à peine eu le temps en fait de vraiment réseauter. Et le lendemain, c'est ce qu'ils ont fait. Et là, on a eu plein de retours incroyables. Et c'est ce qu'on veut garder en fait. Ce moment, on assume le fait que les gens viennent en événement pour apprendre des trucs, mais du coup, ils n'ont pas le temps de réseauter. Alors que ceux qui viennent de Paris et tout, je pense qu'ils veulent que réseauter. Mais non, viens à NFC Biarritz pour manipuler parce que tu trouveras ça nulle part ailleurs. L'année dernière, on avait Ben Beka, le seul YouTuber, je pense, qui fait des smart contracts en français sur YouTube. Cette année, malheureusement, il est à l'étranger avec sa copine, il ne pourra pas venir. Mais on en fera, nous, des ateliers de la même façon que Ben Beka. Donc, c'est vraiment un moment où c'est des cours qui coûtent cher. Enfin, je veux dire, tu prends un cours à l'IRA de 2-3 heures comme on va faire nous, c'est déjà un petit budget. Là, pour 90 € de ta journée, tu l'as. Donc, profitez-en vraiment de NFT Biarritz pour manipuler avec nous. Et on prévoit les moments de
Alors, les moments pour boire et manger, c'est prévu. Et surtout, les moments pour réseauter, c'est aussi prévu. Et on est décontracté, on est en mode vacances, les gars. On s'amuse, on apprend ensemble et c'est OK. Donc, je pense que ça fit bien. Moi. Ok, Je pense très que bien. c'est- Intéressant. Mais par contre, pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, en mode, ouais, c'est vrai que les NFT sont plutôt. Enfin, genre, le price floor des NFT en général, c'est plutôt pas ouf et tout. Nous, pour le coup, on est très peu sur la spéculation à NFT Biarritz. On a un vrai conseiller en investissement qui sera là, agréé. Donc ça va être très rigolo. Donc on l'a quand même mis, ça va parler de ça. Mais malgré tout, on est vachement sur l'utility. Et d'ailleurs, on a taffé pas mal avec John sur NFC, on en parlait tout à l'heure, sur l'outil ticketing. Ouais. Donc on a fait tout un modèle de ticketing avec des stratégies de marketing Web3, et des collections partenaires. Donc automatiquement, on scrape ton wallet, si tu as une collection partenaire, tu as une réduction. Tous ceux qui ont acheté un ticket NFC ont passé par notre plateforme, du coup, qu'on a fait avec OpenGem et John Carp. Et c'est ce genre de cas d'usage qu'on veut pousser. C'est qu'est-ce que ça peut apporter le Web3 de différent, et on va parler très peu de spéculation en mode de spéculation, en fait. C'est vraiment qu'est-ce que ça peut apporter, et concrètement, regardez, c'est en place, en fait. Donc bon, NFC, c'est fini, mais en tout cas, sur le mine de NFT Biarritz, on aura aussi ce système de collection partenaire. Tous ceux, d'ailleurs, qui ont le NFT de NFC auront une réduction chez nous. Il y avait aussi une réduction avec NFT Biarritz et tout ça. Et vous avez déjà tout dévoilé ou vous gardez encore quelques surprises pour... Parce qu'en gros, j'aime bien terminer l'émission, tu vois, sur le côté un peu les rendez-vous à donner à notre commu, mais aussi, tu vois, peut-être à la tienne, sur des choses qui ne sont pas encore connues. Tout à l'heure, Sébastien nous a révélé 2-3 petites choses, mais moi, je suis toujours preneur, tu vois, un petit cadeau, quoi, pour terminer. Ah, sur NFT Biarritz, c'est dommage que j'ai mis à jour le site ce matin pour me dire, OK, je peux que je mette tout avant un C'est truc. la même chose. Mais non, par contre, sur OpenGem, il y aura sur la plateforme. Aujourd'hui, si vous êtes sur le site de opengem.com, il y a une plateforme en ligne qui est accessible uniquement si vous voulez être whitelisté. Donc, uniquement si vous êtes whitelisté, vous pouvez avoir accès à la plateforme OpenGem pour minter des NFT de façon décentralisée, persistante, en no-code. Et on annoncera, du coup, à NFT Biarritz, ceux qui seront à NFT Biarritz auront l'opportunité de pouvoir se munir d'un NFT, le Gem Pass, qui permettra d'avoir des accès spéciaux sur notre plateforme. Ok. Et ça, c'est quelque chose qu'on développera plus en profondeur à NFT Biarritz, mais que voilà, c'est quelque chose que je n'avais pas annoncé ailleurs. Donc, C'est déjà voilà. ça. Écoute, merci. De ton côté, Sébastien, toi, tu as une actu qui est quand même assez, peut-être plus perso, mais tu seras du coup à Let's Si tout va bien, normalement, oui, 17, 18, 19. Là, tu vas pour... Pour là, commencer à rencontrer investisseurs, communautés, parler vraiment publiquement du projet dans la communauté plutôt pro Web3. Ouais. Vous avez un Discord là qui est bien animé, je crois, Qui est pas encore beaucoup animé, mais qui est animé par quelqu'un qu'on connaît, je crois. Pas encore, il commence le 1er septembre. Ah, ok. Mais qui est de présent dessus et qui est le premier sur les bonjours et les saluts, qui est Matthew de la communauté. Donc voilà, nous, justement, toute la partie communauté, là, on commence à ouvrir. On avait besoin la boîte à 8 mois, on avait besoin quand même de maturer un peu le projet, de délivrer des premières choses, d'avoir des premiers jumeaux, voilà, d'être capable de montrer. Là, on a l'ensemble des éléments de conviction, à notre sens, pour commencer à parler publiquement. Donc, là, tu peux étaler toutes les pièces et dire voilà à quoi ça va ressembler. Ma plateforme, c'est ça, comment ça fonctionne. Mes jumeaux, ça ressemble à ça, c'est ça mon niveau de qualité. Mon modèle économique, c'est ça. Ma tokenomie, c'est ça. Donc là, on commence à avoir l'éventail des choses à présenter. Donc voilà. Donc on continuera à suivre et peut-être que je créerai un appel, une DAO pour sauver le carré Champéret. Peut-être. On peut faire ça peut-être sur le mode de la blague, mais si ça fonctionne, peut-être qu'on sera riche. Mais enfin, ceci dit, là, tel qu'on le décrit là, il y a un côté très grande culture, un grand C, mais nous, justement, l'idée, c'est aussi de s'ouvrir à la pop culture et à des choses qui ont de la valeur pour les gens, plus que de manière reconnue sociétalement comme ça, ceci est un objet de valeur. Justement, nous, c'est aussi pour ça qu'on multiplie les thématiques, mais peut-être qu'il y aura une dernière thématique qui sera sur tout le reste que les gens ont envie de protéger et soutenir, mais l'idée, c'est d'être sur l'émergence de ce qui est précieux plutôt que sur prendre l'étiquette, justement, monument historique qu'on pourrait... valider avec le gros tampon. Valider avec le grand tampon, voilà. L'idée, c'est de reproduire ce qui a de la valeur pour les gens.
C'est ça, ça peut être la falaise d'Étretat où on a fait la demande en mariage, ce genre de choses. Exactement. Eh ben, on va terminer sur ce closing un peu romantique. Ça me plaît bien pour ce mardi soir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Hélène. Je crois qu'on est sur une émission sans aucun pépin technique. Bravo. Bravo. Ça fait du bien. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Ça fait longtemps que j'étais pas reparti au micro. Donc, si une émission sans couac, c'est une bonne émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors déjà, je dis la semaine prochaine, mais demain ou après-demain, pour le replay et des petites surprises sur Tropi, hein, puisqu'il y a encore des choses à gagner. Et des deux côtés, voilà, j'arrête là. Et mardi prochain pour une nouvelle émission, si tout va bien. Salut!